C'est un truc culturel. Ouais, Bien. juste deux, trois petits trucs. Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue au Centre culturel Anna-Simon Drahi, bienvenue à l'Axil. Ce soir, nous accueillons Jimmy Jean-Louis. Alors, Jimmy Jean-Louis, mannequin, comédien, ambassadeur pour la culture, pour son pays, Haïti. Il est promis à des fonctions encore plus élevées. Il nous en parlera. En tout cas, on le lui souhaite. Et il vient nous présenter son livre Héros. Héros, alors héros de nos vies, héros de ta vie, de votre vie. Il nous expliquera quel est son parcours remarquable, atypique, exceptionnel dans le vrai sens du terme. Et moi, je suis très heureux de te recevoir, Jimmy, à plusieurs titres. D'abord parce que tu es un artiste reconnu et qui a une voix qui porte, que tu es engagé au niveau humanitaire pour ton pays, au niveau social, y compris au niveau financier, je le sais, même si tu es très pudique sur ce terrain-là. Et aussi parce que les liens entre Israël et Haïti sont historiques. Ici, nous sommes dans un centre culturel juif, et donc nous sommes très attentifs aux actions pour Israël ou avec Israël. Et j'en veux pour preuve 3 dates entre Haïti et Israël. La première date, c'est 47-49, le vote par Haïti, un des premiers pays à avoir voté pour le plan de partage. 49, la reconnaissance de l'indépendance d'Israël par Haïti, très important, avec l'installation de l'ambassade d'Haïti à Jérusalem. Depuis, elle a bougé, mais le geste était fort et je tenais à le signifier. Et il y a 2 autres dates. 2010, qui marque les liens entre Israël et Haïti. Énorme tremblement de terre en Haïti, tout le monde le sait. Des centaines de milliers de victimes. La première puissance, première force, le premier pays qui est venu au secours d'Haïti, c'est Israël. Avec des sauveteurs, avec des chiens, avec Tsahal, qui est venu avec son expertise et qui est venu sortir et sauver des vies des décombres, en apportant également une aide humanitaire. Dernière date, très importante pour moi, très importante pour nous, 1937. Qu'est-ce qui s'est passé en 1937 ? En 1937, les Juifs commençaient à être persécutés en Allemagne. En Haïti, le gouvernement a décidé unilatéralement d'octroyer la nationalité haïtienne aux Juifs allemands et polonais, qui commençaient à l'être un petit peu, pour leur donner cette nationalité et cette protection pour leur permettre également d'immigrer. Nationalité et visa. Et comment ? Par contumace. Ça veut dire que les personnes n'avaient pas besoin d'être là pour devenir nationaux haïtiens. Et là-dessus, je tenais à le dire et marquer notre amitié en tant que juif, en tant que peuple juif, vis-à-vis de Haïti et des Haïtiens. Dernier point, et après je te laisse la parole. Je pense que nous avons, quand je dis nous, c'est Haïti, Israël. Alors, nous, on est juifs, on n'est pas israéliens, on est juifs français, mais on se sent très proche, évidemment, d'Israël au quotidien. Je trouve qu'il y a un parallèle assez frappant, assez marquant, entre la résilience du peuple israélien, et qui vit des heures sombres, troubles, très compliquées actuellement, et la résilience du peuple haïtien, qui s'est relevé de l'ensemble des difficultés que l'histoire a pu lui apporter. Voilà. Donc, je te souhaite la bienvenue, Jimmy. On va commencer simplement par projeter un film pour présenter un peu Jimmy. Ensuite, je lui laisserai la parole. Des questions-réponses s'enchaîneront et nous pourrons terminer par une séance de dédicace de son livre remarquable Héros. Merci.
quand j'ai commencé à aussi travailler en Amérique du Sud, au Nigeria, en Inde, c'était aussi voilà, pour comprendre une dimension beaucoup plus grande que ce que je connaissais. Et puis en faisant ça, je réalise aussi que j'étais plus uniquement juste un acteur de cinéma, mais plutôt un acteur de la diversité. Là, je parle de toute diversité. Donc, je vis le mieux possible. Et je vais faire une petite parenthèse quand même parce que dans la vie, malheureusement, il y a aussi la perte. Dans la vie, il y a la mort. Et aussi intéressante que mon parcours puisse être, mais ma famille n'a pas été épargnée de ces pertes. Durant ma vie, voire même dernièrement, j'ai perdu tous les hommes de ma vie. Mon père, mon frère et mon fils. Et, 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 et bien entendu, c'est dans ces genres d'épreuves, dans ces genres de souffrances qu'on essaye d'analyser le vrai sens de la vie. Est-ce que la souffrance est une fin? Ou est-ce que la souffrance peut éventuellement être un levier qui nous permet de continuer à créer, à lutter, à se battre, à exister? Bien sûr, je pense qu'on porte tous un peu de souffrance dans nous. Moi, je porte les miens comme des tatouages invisibles, c'est-à-dire c'est très collé à moi. De l'autre côté, ça me donne la force pour continuer à me battre, pour continuer à être résilient aussi. Donc oui, je vous dis tout ça, c'est pour vous dire que, bien entendu, j'ai peut-être fait pas mal de choses intéressantes, mais d'autre côté, voilà, on peut pas échapper à certaines épreuves de la vie. C'est ce qu'est la vie, en général. Mais j'ai tendance à essayer de tirer le bon côté des choses. C'est-à-dire, dans chaque épreuve, comment est-ce qu'on arrive à voir le bon côté qui nous permet de non seulement grandir, mais partager et comprendre le sens de notre vie. Et ce que je crois au-dessus de tout, c'est que je pense qu'on est tous, chacun de nous, nous sommes capables de se créer de la vie qu'on veut, quoi, le monde qu'on veut pour nous-mêmes. Il faut juste se donner les moyens. Faut faire avec ce qu'on a. Mais vraiment. Donc je viens ici, entre autres, pour présenter ce livre qu'on appelle Héros. Quand on voit Héros, ceux qui connaissent la série de télévision Heroes doivent penser que je fais allusion à la série de télévision Heroes, qui a fait un succès, un carton mondial. Mais en vrai, je parle vraiment de chacun de nous. Et dans ce cas-là, je parle de moi-même. Comment est-ce que je peux être le héros de ma vie? Comment est-ce que chacun de nous pouvons être le héros de notre vie? C'est-à-dire, c'est de pouvoir trouver un moyen de comprendre ce qu'est le système, ce qu'est la société, mais aussi de se lire à l'intérieur et de sortir des choses qui nous sont propres à nous-mêmes et de nous faire le héros de notre propre vie. Donc, c'est ça que je voulais partager dans ce récit, entre autres. Harry, je peux continuer pendant 20 autres minutes, mais si je dois m'arrêter, arrête-moi. On peut faire des échanges, peut-être ce sera... ouais, donc en gros, je pense que j'ai suffisamment bien balayé tout ce que j'avais en tête, tout ce que je voulais dire. Mais c'est vrai que tu as bien présenté la relation qu'il y a entre Israël et Haïti. Haïti qui a reçu les Israéliens, cœur ouvert, porte ouverte.
C'est pour cela que, en ce moment, en Haïti, presque les personnes les mieux, on va dire, les mieux placées pratiquement sont de la communauté juive en Haïti. Donc, il y a le consul honoraire en Haïti qui est lui-même juif. C'est un juif qui s'appelle Baggio. Donc, si tu le connais pas, tu devrais prendre contact avec lui. Il est très puissant. Donc oui, c'est vrai que moi, il y a tout le temps eu cette relation entre les Juifs et Haïti. C'est vrai qu'en tant que gamin, moi, je connais beaucoup de Juifs, mais des Juifs noirs, quoi, qui sont en Haïti. Mais c'est vrai, c'est quelque chose qu'on oublie. Il y a beaucoup de Juifs noirs. Hein? Bah oui, ça c'est certain. Ouais. Donc voilà, encore une fois, merci. Merci au Centre culturel de m'accueillir. C'était un joli détour et je dois remercier un grand monsieur avec qui j'ai partagé une bonne trentaine d'années, qui est ici, Michael Benchimoun. On était à l'école ensemble. On a fait les 400 coups. Merci Jimmy. On va prendre des questions. Oui, hein? J'aime bien les échanges. Tu veux fonctionner comme ça? Oui, je peux faire ça. Prendre des questions. Je peux faire ça. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, on va prendre 2-3 questions. Ouais. Attendez, monsieur. On est discipliné ici. Alors, vous avez parlé malheureusement du décès de votre enfant. Oui. Et, il est décédé jeune. Peut-être si elle ne pouvait pas en parler, c'est peut-être douloureux, mais. Oui, c'est douloureux, bien sûr, mais de l'autre côté, je pense qu'il faut le faire. C'est une des choses. Voilà, c'était un très grand challenge pour moi, surtout qu'il est mort d'une maladie. Il n'y a pas trop longtemps, il y a juste 1 an et demi. Donc jeune, oui, suffisamment jeune. Il avait 22 ans. Ouais, donc il était en plein élan dans sa vie et il a été attaqué par un cancer. Donc, il s'est combattu. Voilà, il s'est battu pendant 3 ans. C'est très dur, hein, c'est très douloureux. Parce que ces genres de situations, c'est bien entendu lui, c'est les sœurs, c'est les parents, c'est la communauté. Et pendant 3 ans comme ça, mais ça nous permet aussi d'être en réflexion de la vie aussi. D'essayer de comprendre ce qu'est la vie. Je sais que c'est pas dans la logique des choses de perdre son enfant. Donc oui, c'est sûr que j'ai fait face à quelque chose de terrible, faut le dire, c'est ce que c'est. Mais on est dans des situations des fois où on doit accepter les cartes qui nous sont distribuées parce qu'il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Donc s'il n'y a pas grand-chose que je puisse faire, j'accepte et je continue à avancer. Ouais, c'est très douloureux. Ouais. Merci Jimmy. Autre question? Oui, merci pour votre travail. Et vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que la société de Haïti, elle broyait les gens. Pour se rendre compte, vous avez vécu en Haïti, mais est-ce que vous avez vécu ailleurs pour faire une comparaison et dire, par exemple, en France, on vit d'une manière démocratique ou quelque chose comme ça? Ou par rapport à Haïti, moi je vois, quand je regarde des documentaires sur Haïti, je vois le beau temps, les gens qui vivent d'une manière sereine, mais peut-être on voit pas très bien la manière dont la vie politique est menée. Ouais. Peut-être que vous êtes arrivé un petit peu trop tard, mais quand j'ai fait allusion que la société nous bouffait, je parlais de la France. Je parlais du fait que moi j'ai grandi dans une cité et que pour se sortir dans une cité, faut être balèze. Parce qu'on peut être bouffé par le système qui fait tout pour rester là où on est. Donc c'est vrai que, mais en Haïti, ouais, en Haïti,
Moi, mon expérience en Haïti était aussi douloureuse qu'elle était. Je viens d'une famille très défavorisée. J'ai grandi dans une maison où il n'y avait pas d'électricité ou d'eau potable. Ceci dit, j'avais une très belle vie parce que ça m'a forcé à être en interaction avec l'être, avec l'humain. Donc ça, c'était les vraies valeurs pour moi quand j'étais jeune. Et je pense que c'est tout ça qui m'aide jusqu'à présent. J'adore les relations humaines. Pour moi, le plus important, c'est l'humain. Et tout ça, je pense que c'est aussi grâce au fait que voilà, j'ai grandi dans ce genre d'environnement où j'avais pas d'autres distractions. Sans électricité, ça veut dire sans jeu électronique ou quoi que ce soit. Donc, le seul rapport qu'on avait, c'était le rapport avec sa famille, ses amis. On se créait nos propres jeux. On se respectait. On connaissait la différence entre, voilà, l'aîné, il est respecté. Qui que ce soit, on lui doit le respect. Donc ça, ce sont des valeurs de base qui m'ont inculqué en Haïti et que je garde encore avec moi. Et je pense que c'est peut-être ça qui m'a aussi aidé quand j'étais dans la cité, à Paris, de ne pas rentrer dans certaines situations où je pouvais me mettre en danger. Donc, très souvent, j'avais la communauté en tête qui pouvait me redresser si mes amis avaient l'intention de faire des grosses conneries. Je m'écartais de ces conneries. Mais ça, c'est une personne dans une cité d'une centaine de gamins. Si on analyse, il y a peut-être 1 ou 2 gamins qui s'en sortent. Le reste, c'est un bordel total. Donc, quand je parlais de ce système qui écrase au lieu d'élever, je parle plutôt du système, peut-être pas français globalement parlant, parce que voilà, il y a plusieurs éléments dans ce système. Mais il y a un certain groupe de gens qui peuvent facilement être écrasés par le système. Est-ce que les enfants pouvaient étudier? Attendez, on va vous donner un micro. Oui, est-ce qu'il y avait l'éducation des enfants, l'école primaire, secondaire? En Haïti? Est-ce qu'il y avait un enseignement oui, normal? Oui. Moi, j'ai vécu à l'époque où la situation en Haïti commençait à se dégrader, mais elle n'était pas ce qu'elle est maintenant. Certes, j'étais pendant l'époque de la dictature de Baby Doc. Si certaines personnes connaissent les Duvalier. Donc, il y avait le père Duvalier qui était dictateur. Il a donné le pouvoir à son fils uniquement à l'âge de 18 ans, 19 ans. Donc, bien entendu, à 18, 19 ans, on peut pas contrôler un pays. Donc, à partir de là, le pays a commencé à s'enfoncer. Donc, moi, c'est pendant toute cette période-là que j'étais en Haïti. Donc, oui, il y avait une éducation qui était bien, qui était bien. Il n'y avait pas de problème. Moi, mes 10 premières années, certes, je vivais dans un endroit où il n'y avait pas d'électricité, mais j'allais à l'école tous les jours. Donc, il y avait des valeurs qui m'étaient passées. Et maintenant, c'est moins le cas. C'est très difficile maintenant. Parce que le pays est envahi par une affaire de gangs qui ont pris le dessus sur la police, sur la loi, sur la sécurité. Et c'est pas facile en ce moment. À chaque fois, l'école commence très tard. Par exemple, elle commence au mois de septembre, ça peut commencer au mois de janvier parce qu'il y a des problèmes dans le quartier. Donc, les familles ne veulent pas laisser les gamins partir. Donc, il y a l'école, mais c'est pas l'idéal, quoi. Et ça, c'est dommage. Et pour rebondir sur ça, moi, l'année dernière, j'étais invité au Panthéon où j'étais maître de cérémonie d'un événement qui se faisait sur Toussaint Louverture. Donc, l'invitation était donnée par l'ancien ministre Jean-Marc Ayrault. Il y avait d'autres ministres français qui étaient présents aussi. Et à ce moment-là, j'en ai profité pour écrire une lettre au président Macron, parce qu'il faut savoir que tout de suite après l'indépendance d'Haïti, il y a une dette que Haïti a dû payer à la France pendant des années, qui a donc sucé toute l'économie haïtienne. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas très connu, mais je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait savoir. Avant de pointer le doigt sur, regardez ce qu'ils font en Haïti, faut savoir
qu'est-ce qui a fait que Haïti se retrouve là où il se retrouve. Donc, Haïti, il y a 60 ans ou 80 années de cela, a été appelée la perle des Antilles, c'est-à-dire la plus belle île des Caraïbes. Durant la dépendance par la France, Haïti était le pays qui ramenait le plus à la France, parce que Haïti était numéro 1 en sucre, en coton, en café. Donc c'était une île très très riche. Donc ce sont des choses qu'on ne dit pas suffisamment, mais Haïti est une île qui est très très riche, qui a changé aussi le cours des choses, parce que en se donnant cette indépendance, Haïti a aussi aidé l'indépendance de toute l'Amérique du Sud. Donc on parle de Simón Bolivar qui a aidé à ce que les Espagnols soient partis de l'Amérique du Sud, voire même l'Amérique du Nord, parce que un tiers de l'Amérique du Nord, ce qu'on appelait la Louisiane, était français. Donc c'est à cause de la défaite de Napoléon que la France a dû revendre la Louisiane aux Américains, ce qu'on appelle the purchase of Louisiana, ce qui représentait un tiers des États-Unis. Donc, Haïti a vraiment contribué à beaucoup de choses dans l'histoire du monde, sauf que malheureusement, comme je disais tout à l'heure, l'île se retrouve dans l'obscurité totale et on pense que c'est juste des bons à rien qui savent pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils font. Alors que non, il y a une histoire derrière ça et c'est ça qu'il faut comprendre. Et peut-être qu'en comprenant l'histoire, on comprendra aussi pourquoi Haïti est là où Haïti est. Et certes, je pense que les Haïtiens peut-être pourraient faire les choses autrement, mais il y a peut-être aussi d'autres forces qui aident à ce qu'on soit là où on est. Parce que Haïti ne produit pas d'armes. Il y a tout le temps des armes qui entrent en Haïti. D'où ça vient? Comment? Pourquoi? Quel intérêt? Qui bénéficie de tout ça? Donc, il y a plein de questions quand même à l'égard d'Haïti. Merci Jimmy. Autre question? Salut Jimmy. Salut, ça va? Ça va super. Alors moi j'ai une petite question. Est-ce qu'un jour on verra naître un film avec Michael? On connaît ses talents d'acteur et d'humoriste. Voilà. Donc c'était. Mais c'est un phénomène, lui. Bien sûr. Je ne sais pas si vous connaissez comment je le connais, mais c'est un phénomène. On a passé quelques années ensemble à l'école, mais quelle tuerie, quoi. Je pense qu'il devrait écrire une histoire sur sa vie, ça c'est certain. Moi, j'ai une autre question en dehors de la future carrière de comédien de Michael. C'est Jimmy, en t'écoutant, on a le sentiment d'entendre un homme d'État. En tout cas, une personne qui a une véritable vision pour sa population, pour son pays. Comment te situes-tu sur ce sujet-là? Ce sont des eaux très délicates. Non, pour l'instant, je pense que je suis très bien là où je suis, dans ce domaine artistique, qui me permet d'avoir une certaine liberté, de faire certaines choses sur une longueur beaucoup plus longue. Mais de l'autre côté, rien n'est impossible. Je reste tout le temps ouvert à toute possibilité. S'il y a des choses à faire, je serai présent pour les faire. Mais pour l'instant, voilà, je pense que. Oui. Je veux dire, c'est ma source, comme je disais, ça reste, voilà. Et ici, on se dit tout, tu sais, Jimmy, on est en famille, donc. Oui, mais je vous dis tout. Est-ce que tu as été sollicité sur ce plan-là? En tout cas, est-ce que ça t'intéresserait? J'ai déjà été sollicité, oui. J'ai été sollicité il y a une dizaine d'années, mais j'avais compris la demande et j'avais compris l'importance de la demande aussi. Je pensais pas être prêt, donc c'est pour ça j'ai pas agi. Mais de l'autre côté, avec de l'âge, avec un peu de maturité, on sait jamais, tout est possible.
Merci Jimmy. Autre question? Mais je voulais poser une question à propos. Vous avez parlé de Toussaint Louverture, vous avez parlé de la dette que l'indépendance a créée à Haïti par rapport à la France et même par rapport aux États-Unis qui sont venus après. Voilà. Et c'est une dette qui a coûté très cher. Ouais. Ils ont eu les premiers de l'indépendance, mais ils ont payé très cher leur indépendance, quoi. Avec Charles X ou je sais pas quoi. Non, complètement. C'est vraiment ça qui a écrasé l'économie haïtienne. Chaque année, ils devaient donner de l'argent à la France. Et le président, à l'époque, en 2004, qui a osé demander une certaine réparation, qui est donc le président Aristide, quand ça montait trop, il a été déchu, mais direct. Ce qui a fait retomber Haïti dans une autre situation désastreuse. Donc, on a du mal à sortir des griffes de... Autre question, Jimmy? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous avez quitté donc Haïti à l'âge de 12 ans. Pour quelles raisons votre famille a choisi la France plutôt que la Floride, le Québec ou même la République dominicaine? Ouais. Première question. Et la deuxième question, lorsque vous étiez en banlieue ou dans des cités en France, qu'est-ce qui a été le déclencheur justement pour vous extraire de cette situation? Première réponse. En Haïti, à cette époque, donc on parle de fin 70, début 80, avec la pression de la dictature de Duvalier-Fils, qui était très jeune, donc ça commençait à être le bordel. Je pense que toute famille haïtienne essayait de partir d'Haïti. Donc là, si on a une connexion avec la Belgique, bon, on va en Belgique. Si on a une connexion avec le Canada, on va au Canada. Il s'est avéré que ma mère, qui était femme de ménage à l'époque en Haïti, avait une connexion avec des Français qui étaient en Haïti, qui rentraient en France. Et il y a tout un groupe de notre noyau familial qui a commencé à aller en France. Donc c'est comme ça que ma mère, en tant que femme de ménage, a pu en première aller en Haïti, et puis un par un, en France, désolé, et puis un par un a pu tirer le reste de la famille. Donc ça a pris à peu près 7 ans pour faire venir ma sœur, moi, mon frère, puis finalement mon père. Et puis la deuxième question. Oui, dans la cité, qu'est-ce qui m'a permis à sortir dans la cité? Premièrement, ce serait lui, Pierre, qui est mon cousin, lui qui habitait à Pigalle, donc qui avait d'autres relations dans Paris, et il commençait à sortir dans les boîtes un petit peu branchées. Ouais, il est arrivé en premier en France. Donc il avait quelques contacts, et c'est lui qui a commencé à tirer mon frère et moi à aller dans des boîtes parisiennes. Et c'est sincèrement le premier déclic qui m'a fait penser à sortir de cette banlieue. Donc au début, c'était des petites boîtes de journée, hein, par la danse. C'était des petites boîtes de journée, à vos souhaits. Et puis par la suite, quand mes parents sont partis, là j'ai commencé à aller en boîte, mais vraiment tous les soirs, quoi. Là je parle des boîtes les plus branchées de Paris, Palace, Bain-Douche, Centrale. Et c'est là on voit autre chose, quoi. On voit autre chose, on voit des stars, on voit des gens, on dit, mais c'est pas possible que je puisse être avec tous ces gens-là et que quand c'est l'heure d'aller dormir, j'ai pas où dormir. Et c'est comme ça que, voilà, il y a des idées qui viennent et qui font que j'ai essayé de flirter un petit peu avec le monde artistique, et petit à petit, j'ai commencé à trouver des petites portes de sortie, mais c'était pas facile, hein, parce qu'à un moment, j'étais SDF à Paris. Donc, c'est aussi ça qui m'a forcé à partir de Paris. Parce que quand j'ai vu que c'était trop dur, je me suis dit, bon, quitte à être SDF, mieux vaut être SDF dans un autre pays, au moins, je vais apprendre une autre langue. C'était ça ma première logique. Et c'est avéré que, voilà, en allant en Espagne, voilà, je me suis ouvert d'autres portes, et les choses ont commencé à prendre. Quel courage. D'autres questions? Hop là. Bonsoir.
Alors moi, c'est pas vraiment une question, mais c'est plus un constat. Parce que quand je vous entends parler, moi, je trouve que vous êtes un super exemple pour les jeunes qui viennent des banlieues et les jeunes en général. Parce que à vous écouter, non, franchement, c'est la vérité, parce qu'à vous écouter, vous avez eu carrément cette force et cette persévérance à vouloir vous en sortir. Et j'avais aussi une question. Peut-être vous avez peut-être répondu, mais je vais quand même la poser. C'est qu'est-ce qui a créé en vous cette force de vouloir vous surpasser dans le domaine artistique, dans le domaine du cinéma et dans certains autres domaines. Qu'est-ce qui a créé en vous cette force et de pas vouloir suivre aussi vos amis, quoi. Je pourrais pas répondre directement. Je sais qu'il y a des choses clés. Premièrement, c'est l'éducation de la famille. Je pense que j'ai tout le temps l'image de mon père qui serait pas content si je faisais des conneries. Donc ça m'a guidé. Je pense que sans le savoir, hein, il m'a tout le temps gardé très très droit parce que mon père était strict, mais de l'autre côté très ouais, c'était les deux. Donc je savais qu'il fallait pas que je fasse de conneries. Donc si je fais pas de conneries, il faut que je puisse faire quelque chose de ma vie. Mais ça explique pas tout, bien entendu. Mais je pense qu'il y a eu aussi quelques rencontres dans ma vie qui m'ont fait croire que c'était possible. La plus importante était en 1994. Je vivais en Afrique du Sud et là, j'ai eu la chance de rencontrer Nelson Mandela. Donc, ouais. Donc cette rencontre on a discuté pendant quelques minutes, pas longtemps, mais c'était suffisant pour concrétiser quelque chose en moi et pour me faire comprendre que je pourrais éventuellement faire tout ce que je voulais. Il y a que moi-même qui peut m'arrêter, personne d'autre. Donc ça m'a donné confiance en moi-même. Donc à partir de là, la vie c'est quoi? C'est des prises de risques. Voilà. Donc après, on commence à être maître de sa vie, on prend des risques, on se casse la gueule, on se relève, on se casse la gueule encore, on se relève. Et puis en se cassant la gueule, on comprend les choses différemment, on les fait différemment, on les approche différemment. Et c'est des vraies leçons à chaque fois. Et puis vu que je suis quelqu'un de très curieux et j'aime pas rentrer dans les cadres, dans les cases où j'aime pas être limité, donc voilà, j'ai tout le temps pris des risques. Donc je pense que c'est cette combinaison de toutes ces choses-là qui ont fait que j'ai pu croire que je pouvais devenir autre que ce que la société m'avait déjà imposé. Parce que c'était fini, elle m'avait déjà tagué, toi tu vas là-bas, c'est bon. Non, j'ai dit non, ça va pas se passer comme ça. Bravo Jimmy. On t'applaudit. Merci infiniment. Ce titre héros nous parle beaucoup. Tu sais que actuellement on a beaucoup de héros en Israël, oui, qui se battent pour le pays, qui se battent pour le Ham Israël. Et donc le terme héros et cette thématique nous parle énormément. Merci infiniment de nous avoir fait l'honneur de ta présence. Merci à toi. Oui. Je te souhaite le meilleur pour la suite, avec, on l'espère, de hautes fonctions pour toi. En tout cas, tu le mérites. Merci. On va terminer cette soirée par les dédicaces des livres que Jimmy vous fera l'amitié de signer. Merci. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos conférences sur notre chaîne YouTube, Axil-Levallois, en différé, une semaine après chaque conférence. Elle est retransmise, donc abonnez-vous sur YouTube et vous pouvez retrouver l'intégralité de nos intervenants. Merci et à la prochaine conférence lundi prochain. Oh, c'est bon. Ça a été en termes de temps, non? Timing? Parfait. Ouais, cool. Tout simplement. Allez. Merci. Hein. Tu as un stylo, j'ai pas de stylo. Madame Bestimoula, un stylo? Ouais.